Good evening. I'm Charles Glass. Bonjour à tous, je suis Charles Glass. J'ai visité la Syrie depuis 1973 et j'écris sur la Syrie. Je ne vais plus pas parler plus de moi, mais c'est difficile de parler de quelqu'un, de présenter quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation. Mazen Hamada. Je vais inviter à monter sur scène encore d'autres personnes que vous avez vues dans le film. Ainsi, vous pourrez vous adresser directement à elles et leur poser des questions sur le travail qu'ils font pour Mazam et des personnes qui ont souffert comme lui. D'abord, Steven Rapp. William Wiley. William Wiley. And Almudena Bernabeu. Et Almudena Bernabeu. Avant d'entamer la discussion par rapport avec les protagonistes que nous avons vus dans le film, j'aimerais inviter le réalisateur et le producteur du film, Sarah Asghar, qui est la réalisatrice, Nicolas Cachan, qui est le producteur. Nous allons procéder de façon différente. Nous allons rester debout, parler du film et ensuite. Saria, qu'est-ce qui vous a incité à faire ce film? En janvier 2014, j'ai vu les photographies de Caesar puisqu'ils étaient disponibles au public et je me suis dit, voilà, c'est ce qui va changer les choses. Elles sont tellement horribles. Elle montre de telles choses, des preuves tellement écrasantes d'atrocités de masse. Et les mois ont passé et rien ne s'est passé. Et moi, en tant que réalisatrice et productrice, on m'a demandé de faire des films sur Daesh. Et bien sûr qu'il faut faire des films sur Daesh, mais je n'arrêtais pas de penser, pourquoi est-ce qu'on ignore cela? Et j'étais intéressée à enquêter pour moi-même et à découvrir pour en savoir plus. Mais lorsque les photos ont été publiées, on en a beaucoup entendu parler. Ensuite, elles ont disparu de la circulation. Oui, enfin, beaucoup de gens n'ont pas entendu parler de ces photos, même si c'était vraiment aux nouvelles. Une grande partie du public ne connaissait pas ces photos. Ils sont choqués de ces images parce que ça nous rappelle celle de l'Holocauste. Et on est choqués par le fait que ça n'ait pas donné lieu à plus d'action. Et maintenant, en faisant ce film, qu'est-ce que vous avez espéré obtenir? Nous voulons que les détenus soient libérés. Si ce film vous a
ému, s'il vous a affecté, alors je vous demanderai d'exercer une pression sur vos gouvernements pour que le gouvernement exerce une pression sur le gouvernement syrien pour qu'il libère les détenus. Oui, il faut des gens indépendants soient envoyés sur ces endroits. Il faut qu'ils soient inspectés, il faut qu'il y ait des inspecteurs internationaux indépendants. Il faut que le régime syrien a réagi à des pressions qui ont été exercées précédemment. Lorsqu'il y a eu les gaz utilisés et lorsque les Russes sont intervenus et ont dit aux dirigeants syriens qu'il faut arrêter avec les armes chimiques et qu'il faut laisser venir des inspecteurs internationaux. Il faut simplement que ce soit beaucoup plus au haut du programme parce que c'est horrible ce que ces familles subissent. Il faut faire quelque chose pour les sortir parce que la famille de Mazen, par exemple, est encore dans ces centres. Et nous souhaitons tous vous applaudir encore une fois plus pour ce magnifique documentaire. Now, we've all seen the film, and it's Nous avons time tous for vu us to ce talk to the film people who et have le made moment est this venu de investigation, parler who are aux doing this gens qui ont fait cette documentation. enquête, qui Particularly préparent in light of the ces documentation, documents. Surtout I à la want to lumière de ask, tous ces Bill, documents, j'aimerais demander à Bill, is this est-ce evidence que acceptable ces in an preuves international court or a sont Spanish court? Is the provenance acceptables good enough dans une cour from espagnole beginning to end when it reaches ou your hand internationale? Est-ce to que be les admissible in preuves sont court suffisamment and what happens cohérentes then? pour être admissibles dans un tribunal? Et que va-t-il se passer par la suite? Is it? Oh, yeah. Okay. Yeah. Thank you very much for coming. Merci d'être The short là. answer, Charles, is yes. La réponse The certaine est documents oui, are Charles. Les documents acquired from regime facilities. viennent Inside Syria, d'installations du régime à in the l'intérieur Middle de East, la falls into three Syrie. categories: security Il y a, intelligence materials, il y a which du is matériel what's most germane to the du film we've ministère de la just seen. Sécurité intérieure, ce qu'on a vu, il y a du matériel militaire également. Political Et il y a materials, aussi des political choses qui structural émanent de materials. structures politiques. Donc tous ces matériaux, tous ces documents sont générés notamment par des cellules de gestion des crises, comme on les a vus dans le film, et ce qu'on appelle le Bureau national de la sécurité aussi. Donc la provenance et toute la chaîne de commande et de garde pour des non-spécialistes, là où on trouve les documents, là où ils ont été déplacés à travers la Syrie. Et ensuite, on les a fait passer à l'ouest. Donc, il n'y a aucun problème d'admissibilité en tant que preuve devant un tribunal. Est-ce que je peux vous demander, Mazen, lorsque vous étiez en prison, est-ce que vous étiez conscient de ce qui se passait avec vous et avec les personnes de votre entourage? Saviez-vous à l'époque que cela se passait dans toute la Syrie ou bien c'est quelque chose que vous avez appris que seulement plus tard, par la suite? Bonsoir à tous. D'abord, je vous salue tous. Je vous remercie du fond du cœur de votre compassion vis-à-vis du peuple syrien, vis-à-vis des détenus. Bien sûr, lorsque nous étions en détention, nous avions avant cela fait des manifestations pacifiques. Nous pensions, après 2 ou 3 mois, nous allions être libérés. Ensuite, il y a eu les tribunaux aléatoires, les exécutions. Puis nous avons pris conscience que les détenus n'étaient pas libérés. Certains étaient avec les services d'intelligence aérienne, d'autres étaient envoyés à d'autres centres de détention. J'ai été détenu avant la révolution, pendant la révolution, avant cette dernière détention. La règle est de ne pas penser à l'extérieur, mais d'essayer de se concentrer sur ce monde où on vit malgré bon gré et de stocker toutes ces horreurs. Ensuite, lorsque je suis sortie, j'ai essayé d'évacuer ces horreurs. Des Syriens pacifiques qui demandaient la liberté et la démocratie ont été tués avec des pires moyens qui soient.
Steve, one thing I think that you would probably be able to answer best here is, La question à laquelle is there likely to vous be release of detainees pourriez le through mieux répondre, est-ce public pressure qu'il y aura or through une a libération des political process that prisonniers involves grâce à des pressions understanding between the Russians and the de Americans l'extérieur ou bien involved une in the compréhension war politique for des end, and Russes that might be a condition notamment? of their release? Or is Est-ce que there ça a way c'est of une doing condition this, getting them de out la libération before ou bien il faut essayer de les libérer avant que tout cela ne se produise au niveau politique? Clearly, there needs to be action. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait aussi une action antérieure. Et nous espérons que la paix sera instaurée, que les négociations qui ont recommencé il y a quelques semaines ici vont conduire à une paix, mais nous savons à quel point c'est difficile. Et ces personnes sont détenues de façon illégitime dans des conditions absolument inhumaines. Et il faut que l'on surveille ces conditions. Et puis les gens détenus sans vraiment chef d'accusation doivent être libérés. Mais ça fait partie des négociations de paix. Et vraiment, ça fait partie. Il faut que ces personnes détenues soient libérées. Et bien sûr qu'il faut identifier aussi les personnes décédées. Ça aussi, c'est un travail essentiel. Comme ancien ambassadeur, est-ce que vous pensez que cela pourrait être quelque part à l'ordre du jour dans les négociations de paix pour les Américains? Je sais que dans les négociations de paix, la question des outils de justice est difficile. Vous avez affaire à un régime qui nie la vérité et qui ne se souhaite pas être traduit devant un tribunal. Mais lorsque l'on voit les personnes qui représentent l'opposition et qu'il y a 11 millions de personnes qui ont été chassées de leur pays et puis il y a des 2 millions de morts, comment est-ce que vous allez avoir la paix dans ce pays s'il n'y a pas au moins la vérité qui éclate? Et il faut qu'il y ait cela, parce que sinon il n'y aura pas d'accord de paix. Parce qu'ils tuent même leur propre soutien. Donc il y a une question de vérité et de justice, comme on l'a vu en Colombie, dans d'autres accords de paix qui fonctionnent. Il faut que ça soit à l'ordre du jour. Et le fait qu'on ne le mette pas à l'ordre du jour, c'est une des raisons de l'échec des négociations de paix. Et pour le régime, c'est pour les deux, ça vaut pour les deux parties. Et la justice à l'avenir peut être la clé et que la vérité et d'essayer de découvrir ce qui s'est passé et ensuite de voir avec tout ce processus de justice qu'il soit équitable, où les juges représentent les Alaouites, les sunnites, les Kurdes, les chrétiens, etc., à l'intérieur d'un système national. Ça, ce serait la solution idéale. Mais ceux qui sont coupables vont évidemment s'opposer à cela. Et puis, on n'arrivera pas à un accord explicite, mais l'idée de commencer un processus qui permettra de travailler tout cela en Syrie, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose qui ne figure pas dans un accord de paix. Je ne pourrais pas imaginer que quelqu'un qui représente l'opposition va signer un accord. Et quel sera le rôle d'un tribunal espagnol? Pourriez-vous nous expliquer ces questions de juridiction et ce que vous en attendez? Oui. Le système juridique en Espagne est semblable à d'autres pays en Europe. Jusqu'à un certain point, ils se fondent depuis les années les années 90, se fondent sur des personnalités passives. Ça veut dire que la nationalité de la victime déterminera le fait qu'un tribunal soit compétent ou non de ce pays. Et dans le cas, c'est par hasard, on a un des sénateurs, lorsque le sénateur d'Augusto Pinochet était venu en Espagne par hasard et qu'on l'a trouvé à Londres, mais la loi en tant que telle permet ce genre de poursuite et d'investigation est assez développée dans d'autres pays et plus développée dans d'autres pays en Europe. En Espagne, après différentes tentatives législatives pour se débarrasser de cette loi, on a eu un petit vide juridique qui signifie que si on pouvait démontrer que l'on a
vous avez du terrorisme d'État, que ce sont les institutions de l'État avec quelques variations, comme l'ambassadeur Rapp et Steven vont vous expliquer. Donc, si un État s'engage dans la violence avec des moyens politiques et qu'il y a une victime de nationalité espagnole qui, tout à fait par hasard, cette personne a trouvé parmi les victimes, dans la liste des victimes de César, a trouvé le nom de son frère. Donc, on a encore un système d'inquisition. On avait évidemment l'inquisition, évidemment. Ça veut dire que le juge conduit son instruction et qu'on peut ainsi déposer plainte au nom de la victime. Et ça, c'est un peu le caractère unique. En Espagne, c'est les victimes, par le biais de leurs avocats, c'est-à-dire nous tous, continuent à maîtriser, gérer plus ou moins la procédure juridique en déclenchant l'enquête et l'enquête. Et nous avons donc la sœur qui a découvert de façon dramatique le destin de son frère dans les photos. Et ensuite, on a déposé cette plainte, 6 pages, ça c'est ce que je peux dire au point de l'enquête, et ça a été confié à une des chambres d'instruction dont la juridiction est à Madrid, et nous attendons que le juge décide de l'admissibilité. Donc, je ne peux pas vous raconter exactement l'histoire, mais l'idée est que lorsque le juge décide que cette plainte est admissible, alors il commence une instruction complète. Désolée de prendre trop de temps, c'est ma question préférée. Alors, on va demander des témoignages, certaines étapes de la procédure et des documents, et leur travail sera essentiel. Et évidemment, toutes les étapes des preuves qui vont, on l'espère, contribuer à la vérité. Voilà, j'ai dit que nous avons environ 400 personnes ici dans la salle. Et donc, je ne vais pas essayer de garder le micro trop longtemps. Nous n'allons pas pouvoir répondre à 400 questions, mais nous allons répondre à un maximum de questions. Donc, si vous avez des questions, levez la main et nous vous passerons le micro et vous pourrez poser votre question dans la langue que vous souhaitez parce que ce sera traduit. Donc, je vois une main se lever là-bas. Si vous voulez bien vous lever, on vous apportera le micro. And if you say specifically Et si vous which dites person you'd like to ask the question to, that would help. Quelle personne vous souhaitez poser la question, ça nous sera très utile. Can you hear me? Voilà, pouvez-vous m'entendre? Oui. Question to Ambassador La Rapp. question s'adresse Do à you l'ambassadeur believe Rapp. the Pensez-vous Syrian question que la could ever be question resolved syrienne sera unless résolue Russia and the sans United que la States Russie et les reach an agreement États-Unis on the n'arrivent à un subject? accord sur le sujet? Well, I believe that justice is Je possible pense que la justice without est that agreement. possible Obviously, sans we see it in accord. Spain, and new cases happening in Germany. Il y a des cas qui se Eventually, produisent en Espagne et there will peut-être be en Allemagne. Il y a aura new, également une nouvelle plainte government in déposée. Syria. Il y aura peut-être un nouveau gouvernement en And the Syrie. Syrian people will move forward Et les gens en Syrie vont faire avancer les choses. You know, the Mais idea that l'idée reminds me of some of the que me rappelle un peu, j'ai été procureur en Afrique, l'idée d'avoir un accord, il faut que les gens s'assoient autour d'une table et puis qu'ils aient un accord et puis que les gens se pardonnent à leur... Est-ce que vous avez parlé de paix ou de justice? I said that if there would be a resolution. J'ai parlé d'une résolution. Il se demandait si la guerre se terminerait sans un accord entre la Russie et les États-Unis. Oui, c'est une question d'ordre politique. Je pense que la justice est un élément clé de cela. Différents États, y compris l'Iran, par exemple, doivent être impliqués pour, en quelque sorte, pousser vers la paix. Ce n'a pas été le cas. Et il faut que les puissances internationales et les pouvoirs du monde s'impliquent, et surtout la Russie et l'Iran. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mais évidemment, c'est essentiel d'y arriver, mais je dis que ça ne suffit pas. Il faut trouver aussi un accord qui soit acceptable pour les Syriens, et ça ne peut pas être une paix arrangée. Monsieur, tout à droite, et ensuite... Whichever one can be
receive a microphone the most quickly. Personnes qui reçoivent un micro rapidement, s'il vous plaît. Maybe you could take the second microphone to the person in the back. Ensuite, vous pouvez prendre le deuxième micro à la personne au fond, ainsi on pourra passer rapidement à la question suivante. Je voulais dire mon admiration pour Mazen. Il est un digne représentant de l'humanité. Merci pour ton courage, pour votre courage. Et j'aimerais savoir, ça paraît une question anecdotique, mais quand on est sur les terrains, je suis un journaliste de guerre, j'en ai vu des horreurs, mais rarement de cette manière. Est-ce que ça remonte le moral? Est-ce que ça aide à résister? De savoir si quelqu'un d'Amnesty International est passé, s'il y a eu une action quelque part, une manifestation à Genève, ou bien si le CICR, qui peut visiter plus de prisons que d'autres, a essayé de vous voir, de vous contacter, et qu'est-ce que ça vous change? Est-ce que vous sentez un peu moins la cible ou éventuellement mieux protégé malgré les cynismes très organisés qui vous entourent? Merci. Et Monsieur Rapp, bravo. Je me demande si vous êtes encore libre maintenant par rapport au nouveau gouvernement de votre pays. أنا أشكرك أول شيء على مشاعرك الجميلة تجاهنا. طبعا اللي شفتموه أنتم D'abord, j'aimerais vous remercier de ce commentaire. Tout ce que vous avez vu se fondait sur un rapport d'Amnesty International, parce qu'Amnesty International a également ces 13 000 photos de César, mais ce n'est qu'une goutte dans l'océan par rapport à ce que le régime syrien a commis en tant qu'atrocité. Ces crimes sont inimaginables. C'est comme on ne sait pas comment c'est un art, c'est beaucoup d'imagination que de torturer les gens et de les tuer d'une certaine façon. On ne demande qu'une seule chose, c'est la liberté pour la Syrie, avec un pays reposant sur la justice et la citoyenneté, et puis on enlève les discriminations. C'est tout ce qu'on a demandé en Syrie, c'est-à-dire mettre fin aux discriminations. Donc, nous voulons que les auteurs de ces crimes soient poursuivis. Et l'expérience de Milosevic en Yougoslavie nous a donné un bon exemple en la matière, car cet homme a été mis devant des tribunaux. Nous devons être patients jusqu'à ce que nous arrivions à traduire en justice ces personnes et jusqu'à ce que les Syriens arrivent à créer une Syrie libre. Merci. Did he receive a microphone or did she receive a microphone? If we have two microphones, si nous avions deux micros et ainsi pendant qu'une personne apporte un micro, qui a le micro? Bonjour à tous. Ma question s'adresse à n'importe qui souhaite y répondre. Bien que Al-Assad porte une responsabilité écrasante, mais en termes de meurtre et de torture en Syrie, ne pensez-vous pas que la responsabilité majeure de ce chaos en Syrie, non seulement en Syrie, mais en Irak et en Afghanistan et en Afrique du Nord, notamment en Libye, ne pensez pas que la responsabilité écrasante incombe aux États-Unis, la France et l'Angleterre, qui ont créé ce chaos et qui sont responsables de la naissance du terrorisme? Merci de me répondre. Permettez-moi d'y répondre, car il s'agit d'une question politique. Nous avons une victime de la torture, nous avons 3 avocats, vous avez un vieux journaliste, et le vieux journaliste va répondre à votre question. Je pense qu'en Syrie, tout le monde est responsable. Le gouvernement, tous les gens qui le soutiennent, c'est-à-dire l'Iran et la Russie, des rebelles qui sont soutenus par l'Arabie saoudite, le Qatar, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui se sont attaqués
s'attaquer à des gens armés, qui ont armé des gens non armés, qui ont radicalisé des gens non armés, qui n'étaient pas des fanatiques avant, et ont transformé cela en une guerre sectaire. Les exigences sont faites par des gens de toutes sectes. Oui, il y a eu quelques escarmouches en Syrie et ensuite les pouvoirs étrangers sont venus en Syrie et ont empiré les choses. Donc il y a une immense charge de responsabilité internationale et une partie de cette affaire, de cette plainte contre le gouvernement syrien pourra aussi pourra aussi être faite à l'encontre du gouvernement russe et du gouvernement iranien. Je donne la parole à la personne qui a un micro. مساء الخير المحامي إبراهيم ملكي من سوريا معتقل. Je m'appelle Brahim Marki, je viens de Syrie et je suis un avocat et j'ai été détenu dans une prison à l'intérieur de Naïa après la Révolution. J'aimerais remercier le réalisateur du film et j'aimerais remercier M. Mazen d'avoir contribué à ce que ce documentaire voit le jour. Mais en Syrie, la situation est encore bien pire pour les détenus et tout particulièrement ceux qui sont dans les centres de détention sécuritaire. Et j'aimerais soulever un point de vue juridique. Qu'en est-il des tribunaux européens? Sont-ils vraiment sérieux dans leur quête de la justice et est-ce qu'ils sont sérieux pour justement traduire en justice tous les coupables de ces crimes? Thank you very much. Merci beaucoup. Whoever has the microphone next, please stand up and wait 1 second. Attendez une petite seconde. Just to make sure is the European courts to be pursued these are serious. Est-ce que I think les it's a tribunaux spectacular européens question prennent ça and I wish I had sérieusement a definitive answer. et I think je that there trouve is cette from question the très opposite pertinente et j'aimerais things. pouvoir vous donner une One is that réponse the claire et nette. lawyers, Alors, they ce are que je peux vous from dire, c'est civil que society, tout d'abord, les avocats NGOs and the network viennent de la société supported very civile, much des by réseaux Syrian, et trying to des push this and people like ONG Ambassador Rapp are very et serious sont about it. prennent ça très au sérieux, comme l'ambassadeur But we're Rapp. talking about Alors, governments, on we're parle talking maintenant des about gouvernements, prosecutors on who parle belong to the des government, and procureurs qui I sont do nommés believe par that is always le gouvernement. wild Et beast je to pense deal que with. c'est You know, vraiment they lack the un resources, petit peu sometimes they lack une hydre the avec political will, sometimes just purely et the c'est vrai qu'il n'y a pas expertise toujours to go after la volonté something with this politique scope et and gravity. il faut aussi énormément But I do d'expertise believe that for the pour first time we're seeing s'embarquer something dans positive. une affaire aussi Or they compliquée. optimistic Mais side là, of my answer. c'est vrai We're qu'il y a seeing quand même, something that we've never il y a quand même de la seen lumière before. au bout du tunnel. Là, on a quelque chose en main qu'on n'avait jamais auparavant. Bon, c'est vrai que ça fait 20 ans que je travaille comme avocate et donc tout le monde est tombé d'accord qu'il faut faire quelque chose donc de façon collective et pour justement donc éventuellement pallier le manque de capacité des Nations Unies à la lumière des films du veto donc de la Russie et de la Chine. Alors, bien sûr, c'est vrai que c'est la volonté que l'on voit en Europe qui permet justement à ce nouveau mécanisme d'enquête, d'investigation qui est en train d'être mise en place. Il faut faire très attention lorsqu'on est une victime, bien sûr, et encore plus lorsque vous êtes un avocat défendant les victimes. Alors, je ne sais pas où on va, mais en tout cas, j'ai bon espoir. Et j'aimerais ajouter que ce n'est pas seulement en Espagne, et un mois plus tard, il y a eu un dépôt de plainte en Allemagne, et le procureur a dit qu'il avait démarré l'investigation en se basant sur les preuves apportées par César. Et en Allemagne, il y a 5 personnalités de très haut niveau, et pour la première fois dans l'histoire, le procureur a admis
la plainte. Et c'est quelque chose que la communauté internationale a déjà fait. Alors, il y a eu un blocage au niveau du Conseil de sécurité, mais à la fin de décembre, l'Assemblée générale, pour la première fois avec 150 votes contre 15 et beaucoup d'abstentions, ont mis en place ce mécanisme qui va être établi à Genève. Ce n'est pas la même chose que le comité d'investigation mis en place par la Commission du Conseil des droits de l'homme. Ça permettra justement de travailler avec la société civile syrienne. Et donc il faut travailler avec la commission d'enquête et pour permettre justement de monter le dossier. Et c'est toujours difficile, on ne parle pas la même langue et il y a des témoins qui sont en Turquie, on n'a même pas d'argent pour y aller. Et cela, c'est vrai qu'on peut être positif et c'est de contribution volontaire. La Confédération suisse vient de donner 600 000 francs suisses et d'autres pays européens ont contribué. Et oui, nous avançons et cela va aider les procureurs européens d'avoir la capacité de prendre en charge ces affaires s'il y a juridiction. Et de nouveau, c'est que la victime se trouve dans le pays où l'auteur du crime aussi et en Allemagne aussi, c'est possible. Merci. Une question là-bas. Bonsoir. Yes. Mon nom est Patrick Gorla. On constate ce soir que, encore une fois, le Conseil de sécurité bloque la justice internationale. N'est-ce pas le moment de trouver des moyens pour faire évoluer ce Conseil de sécurité et faire entrer la représentation, l'Inde, l'Afrique, le Brésil, enfin, quels sont les moyens pour faire bouger ce Conseil de sécurité? Disons, combien de temps les peuples vont attendre pour que la justice soit faite? Disons, en tout cas, la représentativité d'abord, et puis que les actions en justice internationale puissent aboutir. D'accord, merci. I might ask Bill if he can. Alors, Bill, je vais vous passer le micro parce que c'est vrai que c'est vous qui connaissez un petit peu tout ce qui concerne les preuves. Merci Charles. Merci Charles. Voilà. Bon. Alors bon, moi je suis un investigateur dans le domaine des affaires pénales et j'ai travaillé sur le terrain. In fact, it's a very legitimate question, of course, and I would answer sa raison d'être. Et si vous me permettez, je vais peut-être pas répondre directement à votre question. It's very important for not only to look to the UN Security Council for voir ce qu'on peut faire au niveau du Conseil de sécurité et la solution qu'on peut en trouver pour justement assurer la justice. Et éventuellement, le Conseil de sécurité pourrait éventuellement référer l'affaire à la Cour pénale internationale. Si on ne parle que de la justice et pas du système onusien en général, alors que Steve et Almudena vous ont déjà donné une partie de la réponse en réponse à la question posée par l'intervenant syrien. Et c'est vrai que tous les processus d'intervention juridique n'ont pas besoin d'être déclenchés par une décision du Conseil de sécurité. Alors il y a l'Assemblée générale des Nations unies qui essaie de mettre en place un mécanisme d'investigation pénale, mais le problème à voir avec les unités de crimes nationaux et la plupart des pays occidentaux, y compris votre propre pays, la Suisse, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et tous ces pays ont des unités bien établies pour traiter des crimes de guerre. Alors il faut bien sûr que ça couvre les crimes de guerre partout. Et comme l'a dit Almudena, Steve l'a aussi dit, ils ont tendance à avoir des ressources assez limitées et aussi une tolérance de risque physique très limitée. Il n'y a pas de spécialisation dans tel ou tel conflit, y compris la Syrie. Mais ce qu'ils ont, c'est la possibilité, dans la majorité des cas, d'appliquer la juridiction internationale. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait une victime ou l'auteur du crime n'a pas besoin d'avoir un lien à ce pays. Alors l'Allemagne est un exemple type et mon pays aussi, le Canada, parmi d'autres, traduisent devant la justice des criminels de guerre qui se trouvent sur notre territoire et ont commis des crimes qui n'ont rien à voir avec l'Espagne, l'Allemagne ou le Canada et ainsi de suite. Et donc en guise de conclusion,
roundabout answer to the Security Council question by saying ma that réponse, qui est un petit peu whilst we haven't seen indirecte, la voici. much in the Alors way c'est vrai of que prosecutions or let alone arrests of Syrian regime perpetrators of any on level, n'a pas vu tant d'arrestations que cela de l'auteur de crime, ni de procédures juridiques menées contre lui. Alors il y a beaucoup d'auteurs de crimes qui sont présents en Europe et d'un niveau assez bas, mais il y a des auteurs qui ont agi, qui se trouvent dans la zone de Schengen, donc ils sont venus en Europe par la diaspora, et quand l'Allemagne a accueilli toutes les personnes qui désiraient y entrer et les auteurs de crimes, ce n'est pas juste les membres du régime, et donc ils vont rentrer en Europe par ces moyens. Alors ça prend un certain temps à cause du problème des capacités et de la façon dont s'organisent justement ces unités de crimes de guerre. Et pour vous en donner un exemple, mon équipe, nous travaillons avec 12 pays différents, 12 unités de dépôt de plainte. On avait 400 demandes d'assistance des autorités nationales. Et toutes n'étaient pas concernées avec les crimes commis en Syrie, mais la majorité l'était. Et je pense qu'il y a toute raison d'être optimiste et il y aura pas mal d'arrestations à l'avenir. Alors j'aimerais demander aux avocats ici présents, alors est-ce que nous avons des preuves, et pas seulement en Syrie, mais dans d'autres pays, de personnes qui ne rentrent pas dans l'Union européenne d'Israël, nous allons dire, ou de Liban, et des pays où les crimes ont été commis, et ces auteurs de crimes qui évitent de venir en Europe parce qu'éventuellement ils risquent d'être convoqués. Et donc reçoivent l'ordre justement de se présenter devant la cour. Et vous vous rappellerez qu'il y avait une genre d'euphorie lorsque il y a eu justement les tribunaux ont été saisis, et il y a aussi eu des affaires, vous vous rappelez peut-être en Belgique, donc, contre le père Bush et Sharon, le président d'Israël, le Premier ministre, merci, qui a totalement déplacé le principe de juridiction universelle, et les pays ont commencé à paniquer et ils ont demandé justement, ils ont voulu changer les lois pour limiter ces cas. Et bien sûr, les auteurs de crimes évitaient de venir en Europe. Et je me rappelle quand Rumsfeld, qui était ambassadeur, qui était le secrétaire de la Défense. Et je vis aux États-Unis, mais j'essaie d'oublier ces gens. Alors, lorsqu'il était secrétaire à la Défense, il a été invité à plusieurs reprises pour donner des conférences dans des pays de l'Europe, en raison du travail que je fais entre le Canada et les États-Unis, où je passe la majeure partie de mon temps. Et donc, il y a on le savait par des documents classé confidentiel, on connaissait bien sûr son application. Alors, je pense que ce qui est le pire, le plus triste, ça ne les arrête pas de commettre des crimes de guerre. Non, tout ce les faits, c'est que tout d'abord, ils ne se rendent pas dans des pays où ils risquent d'être arrêtés. Et ça, c'est votre je pense que nous, les humains, on est assez maladroits. Alors, le temps passe, les gens oublient. Et tout d'un coup, éventuellement, il y a leur bagage se perd et ils passent par Paris pour retrouver leur bagage. Ils ont tendance un petit peu à oublier, ils font un peu font moins attention. Et n'oubliez pas qu'il y a des auteurs de crimes en Syrie qui ne peuvent pas aller ailleurs. Ils veulent venir en Europe. Alors, ils se sentent peut-être victimes eux-mêmes de Daesh et des extrémistes indiquent ceux qui ont rejoint justement ces flux d'immigrés, et il y a des personnes qui, comme dit Bill, qui vont être traduites devant les tribunaux, et bien sûr le genre
car on s'occupe à Almudena et aussi en Allemagne, vont bien sûr traduire devant la justice des gens à très haut niveau. Alors, bien sûr, on ne peut pas traduire en justice un président dans notre pays tant qu'il est au pouvoir, mais vous pouvez traduire devant le juge le responsable de la sécurité nationale ou le ministre de la Défense. Et il y aura donc des... Interpol lancera des alertes ou des demandes d'arrestation. Et donc, le fait d'envoyer ce message, alors même quand les tribunaux internationaux le font, et donc ça a pris 18 ans pour arrêter Milosevic. Alors il y a un monsieur avec un micro. Steve, une question qui fait appel à votre expérience. Alors, Assad, impunité, qui va être traduit devant la justice alors dans un éventuel accord de paix. Qu'est-ce qui va être inclus alors, dans un accord de paix? Il va insister qu'il ne serait pas traduit devant la justice ou qu'il pourrait demeurer président intérimaire. Alors, par rapport au contenu d'un accord de paix, il y a aussi des aspects politiques et pas seulement des aspects juridiques. Alors, donc, l'idée d'avoir un accord de paix où il va dire oui, je suis d'accord d'être arrêté, bon, c'est ça, je pense que vous n'obtiendrez pas ce genre de langage lorsqu'on parle de justice. Et Almudena est impliqué dans le processus autonomie. Alors, bien sûr, les membres du FARC savent qu'il y aura peut-être des conséquences et il y a des gens qui signent ce genre d'accord de paix. Bon, difficile d'imaginer Assad le faire, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une structure mise en place pour que la justice soit rendue. Et les Nations Unies, depuis 1999, s'est engagé à ne pas signer ou à être impliqué dans un accord de paix. Il est tout à fait possible qu'il n'y aura rien d'écrit sur le problème de la justice et Assad pourrait partir s'exiler en Crimée. Alors il y aura des sorties de secours, mais ça, on comprend, c'est illégal d'après la loi internationale et s'il était, on ne pourrait pas l'exécuter. Est-ce que vous avez un micro? Est-ce que quelqu'un peut remettre un micro? Je crois que j'ai le microphone. Vous avez le microphone. Nelson Pereira. C'est pas comme journaliste que je pose ma question, mais comme citoyen. Je fais une petite digression pour un rappelant le flash mob de Amnesty International. Je dirais, mais il faut aller nombreux et en même temps pas oublier que la Suisse est le 5e vendeur d'armes au monde quand on parle de paix et de neutralité. J'ai une question pour l'ambassadeur Stephen Rapp. On a eu l'occasion de parler déjà, mais ici on est dans un forum public. Pourra-t-on entendre un jour qu'un des plus grands responsables pour des crimes de guerre, parfois indirectement, mais souvent indirectement, je parle de Henry Kissinger, pourrait-on s'attendre à le voir un jour répondre devant un tribunal? Ou c'est aussi un cas de quelqu'un qui va fuir jusqu'au reste de ses jours? Je viens d'un pays, je suis portugais, je viens d'un pays où, l'année 80, il y a de très importants indices de que l'agence de sécurité américaine était derrière un attentat qui a tué le premier ministre du Portugal et le ministre de la Défense. C'était une histoire relationnée avec le vente d'armes à l'Iran et toute cette histoire des contrats. Merci. I just want to make sure I have the sense this is a. Je veux être certain d'avoir compris. J'ai essayé de suivre en français. Donc on parle des cas qui sont survenus en 1980 et la responsabilité des États-Unis. Et en gros, est-ce que Kissinger ne devrait pas se retrouver derrière les barreaux? Et c'est une question plus générale. Pendant 6 ans, j'étais ambassadeur et je suis venu ici et j'ai
Alors quelqu'un m'a félicité de me libérer du joug des États-Unis. Maintenant, ma réponse personnelle, c'est qu'il est essentiel de comprendre que les États-Unis ont tout fait pour qu'on justement soit responsable de ces crimes et qu'on soit tenu pour responsable. He was convicted and sentenced. We contributed $1 million to that trial. We're active in the committee to pilotage. We've assisted, and I attended the trial of Rios Montt, a dictator supported by Reagan. Un autre dictateur soutenu par Reagan, et notre ambassadeur était là lorsqu'il était coupable de génocide. Bon, il y avait So one does recognize the countries make errors, que les pays font des erreurs et notre we, propre pays fait des erreurs et comme les Blackwater Guards qui tuent les gens dans Manchester Square et ils sont mis j'étais en prison pour 30 ans ou à vie et donc il faut vraiment respecter ses propres principes si vous allez argumenter pour les autres et les États-Unis ne participeront pas under Obama we became a very active partner of the court, but in the US we have to get 2/3 of the Senate to vote for something. We can't get 2/3 of the Senate to vote for the Disabilities Convention, even though we have strong laws on disabilities. C'est vrai qu'on a des lois très contraignantes pour la reconnaissance des besoins des personnes handicapées, mais les États-Unis ne ratifieront pas un traité sur le sujet. Alors les Nations Unies doivent mettre en place une relation où les États-Unis reconnaissent qu'il y a des principes et qu'il faut s'engager. Mais alors, bien sûr, ce n'est pas possible pour que les États-Unis fassent partie de ces pays. Alors je ne sais pas si je suis un membre du public, mais following up on Dr. Warner's question about the idea that the regime in Bashar al-Assad might not be prosecuted. Now, I want to ask the question to Mazen. You made this extraordinarily strong statement saying that you would fight with your life to make sure those perpetrators go to justice. Give us a sense of what the Syrians that you represent would do and what it would mean if instead of moving forward with all the instruments that we're seeing moving forward, including the mechanism and everything, suddenly you'd be told, well, there's a ceasefire, but Bashar al-Assad is going to go and stay for 2 years or 3 years or 10 years somewhere in a dacha near Moscow or in the Philippines or else. Aux Philippines ou ailleurs. طبعا بس بدي اول شيء ارد عليك انا صار لي من طلعت من سوريا من 2014 depuis 2014 بفضح جرائم من après que les meurtres du régime aient été dénoncés dans tous les forums internationaux. Bachar el-Assad est un criminel. Entre 2011 et 2014, il n'y avait aucune faction idéologique, il n'y avait aucune faction islamique, il n'y avait aucune faction de cour. Entre 2011 jusqu'à fin 2013, Bachar el-Assad tuait le peuple syrien en utilisant toutes sortes d'armes, y compris des armes prohibées internationalement, y compris des armes chimiques utilisées dans les banlieues de Damas ou à Idlib, et devant le silence complet de la communauté internationale. Le peuple syrien ne peut accepter que Bachar el-Assad reste. Il a commis une sorte d'épuration ethnique. Nous ne trouverons aucune solution en Syrie avant le départ de Bachar el-Assad, avant d'aboutir à une Syrie libre, une Syrie qui vive avec toutes ses composantes. Alors seulement nous pourrions mettre en place une sorte de loi qui pourrait juger les responsables de ces crimes. You've had your hand up for the better part of a half an hour, and I apologize. No one's brought you a microphone. Alors, je sais que vous attendez depuis plus d'une demi-heure et qu'on ne vous a toujours pas apporté de microphone, mais il va arriver, j'en suis certain.
Je voulais d'abord exprimer toute ma compassion à ce jeune homme qui a vécu des choses atroces. Mais j'aimerais dire aussi que je me sens un tout petit peu mal à l'aise par rapport à ce film, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu biaisé et un peu simple. C'est-à-dire qu'on nous montre comme seul opposant au régime de Bachar el-Assad des étudiants, des familles et d'anciens du régime. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, en 2017 et les années précédentes aussi, les vrais opposants à Bachar el-Assad sont des groupes salafistes, armés jusqu'aux dents, qui n'ont pas du tout de projet démocratique et qui n'ont aucune envie de créer une Syrie libre. Donc je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on présente les choses comme ça? Je trouve que c'est un tout petit peu biaisé. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui va se passer si Bachar el-Assad est destitué ou tué ou que sais-je, comme ça a été le cas pour d'autres dictateurs aussi affreux que lui. On a vu que ça a créé un vide qui a provoqué un chaos incroyable. Et si on vit une situation comme ça maintenant... Let's see what the answer will be. Thank you. No, thank you very much for both questions. I'm not sure who's best. Probably Mazen, who is Syrian. Peut-être Mazen, qui est syrien, devrait répondre à cette question. طبعا قبل ما يصير اي عمل مسلح بسوريا من 2011 لل 2012 الشعب السوري عم يطلع مظاهرات سلميه وكان حتى ما بده شيل بشار الاسد من السلطه كان بده الغاء قانون الطوارئ تعدد الاحزاب تعدد الحريه Bachar el-Assad demander le multipartisme. Cependant, Bachar el-Assad n'a pas accepté ces demandes pacifiques et Bachar el-Assad a confronté ces manifestants par les armes. Le peuple syrien appelle à la communauté internationale, à toutes les autorités officielles et dit « Nous sommes un peuple pacifique, nous voulons le changement en Syrie, nous savons que la démocratie est un processus long, surtout au Moyen-Orient. Par rapport aux opposants politiques, nous avons beaucoup de Syriens qui opposent le régime d'avant la révolution. Il y a en Syrie des personnes capables de diriger le pays, capables de diriger tout le peuple syrien dans toutes ses composantes. La Syrie ne se résume pas à Bachar el-Assad. Le peuple syrien demande liberté et dignité et Bachar el-Assad les a confrontés par les armes, par la violation de tous les principes, de toutes les éthiques, de toutes les morales. Le peuple syrien a le droit de se défendre vis-à-vis de ces crimes dont il est victime. Si Bachar el-Assad voulait vraiment une solution, il n'aurait pas tourné les armes vers son peuple, il n'aurait pas utilisé les pires formes de meurtre dans les centres de détention. Des méthodes qui vont à l'encontre de tout principe humain. S'il avait voulu un changement, Bachar el-Assad aurait permis à ses opposants de pratiquer leurs droits démocratiques. Nous n'aurions pas encouru ce risque d'être détenus pour plusieurs années. J'aimerais ajouter, quand vous parlez du vide, alors il y a 11 millions de personnes qui ont quitté leur maison, la moitié du pays a été déplacée, et il y a les Kurdes, il y a des zones contrôlées par l'opposition, sous contrôle de la Turquie, et il y a une diversité d'intérêts qui doivent se rejoindre pour combattre Assad. Et si on veut une campagne efficace, ce n'est pas lui qui peut en être le responsable, c'est la coalition des autres. Alors, Sarah, qui a bien sûr j'aimerais répondre, parce que vous avez dit que le film était biaisé. Alors, de dire que l'opposition à Assad était salafiste, c'est en fait nier le nombre de personnes qui vont descendre dans la rue et exiger des choses que nous avons ici, la liberté des élections libres. Ils ne demandaient même pas à Assad de partir au début, en 2011. Ils voulaient des réformes et sa façon de répondre à ces requêtes, c'était finalement de
tirer sur les manifestants dans la rue et de les mettre en prison. Et je travaille sur ce film depuis 2014. J'ai eu l'occasion de parler à bon nombre de personnes, de Syriens, et j'ai fait toutes les recherches. Alors on ne peut pas dire que l'opposition principale à Assad, ce sont les salafistes, non, ce sont des gens tout à fait normaux, des gens éduqués, des professionnels, des laïcs, des religieux. Et les personnes religieuses ne sont pas tous des salafistes, ce sont des musulmans tout à fait normaux. Et je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. Alors, il y a un grand nombre de personnes qui sont descendues dans la rue et ils savaient très bien le risque qu'ils prenaient. Parce que j'ai parlé à un bon nombre de personnes de l'ancienne génération qui avaient dit aux membres de la famille: ne sortez pas, ils vont vous tuer. Nous l'avons déjà vu, on l'a vu dans les années 80, lorsque son père était au pouvoir, et sont descendus dans la rue beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes garçons qui ont été torturés, et où il y a des preuves. Alors, est-ce qu'il y a la preuve que tous ces jeunes étaient des salafistes? Non. Alors, la famille de ce dentiste qui a pris avec son mari et tous ses enfants et toute personne qui apporte de l'aide humanitaire dans les zones sous siège. J'ai parlé à des familles et où leurs proches ont été emportés. C'est vrai qu'on n'arrête pas de dire maintenant dans les pays occidentaux que tout est au sujet de ISIS et des salafistes. Vous niez au peuple syrien ce qu'ils voulaient, ce qu'ils veulent toujours. C'est une liberté de base, celle dont on jouit ici. J'ai été en Syrie très récemment. J'y étais au mois de décembre. Et j'y retourne la semaine prochaine. Les gens, maintenant, y compris beaucoup de personnes que je connais, qui ont survécu à ces manifestations, lorsque j'y allais les premières années, ils étaient très enthousiastes. C'était la première fois de leur vie qu'ils avaient le droit enfin de s'exprimer de cette façon. Donc maintenant, ils s'en fichent du fait que Assad reste ou arrive. Ils veulent juste qu'on mette fin à la guerre et à toutes les souffrances et à toute la misère qu'elle a apportée. Et puis, si certaines personnes dans un conflit sont prêtes à l'accepter, qu'il reste. J'essaye en fait, d'actualiser un peu vos connaissances. Vous parlez de la phase précoce de la guerre. Maintenant, il y a très peu de questions que l'opposition armée la plus efficace est l'armée salafiste. Bien sûr, ils ont les meilleures armées, les meilleures armes, ils ont ils ont le plus d'argent, et puis c'est eux qui ont réussi à repousser le plus le régime. Et ça, c'est une dimension importante de ce conflit qu'on ne peut pas ignorer non plus. Is it working? Can you hear? Yeah, I'm not denying that dimension, but the film is about crime. No, I'm not speaking about the film at all. No, but I want to make one point. The film deals with crimes against humanity because a lot of these crimes traite de crimes contre l'humanité et beaucoup de ces crimes ont été commis avant tout conflit armé. C'est pas ce dont je parle. Oui, bien sûr. Votre film est magnifique. Non. Et c'est vraiment touchant. Et ça doit figurer comme preuve dans n'importe quel tribunal public, d'opinion publique. Mais j'aimerais j'étais juste en train d'expliquer quelque chose. Et là, je vois la prochaine main se lever. Il y a quelqu'un avec le micro. Oui. حابب أنا أرد على إنه بشار الأسد بسنة 2003 كان يدرب هذول السلفيين والجهاديين ليبعثهم ويقاتلون الامريكان بالعراق. Les djihadistes et les gens vont lutter contre les djihadistes en Irak. Et il les a fait sortir de la prison de Sadnaya, il les a formés militairement, il les a envoyés en Irak pour qu'ils s'attaquent aux Américains. Et lorsqu'ils sont retournés après la guerre en Irak, il les a remis en prison à Sadnaya.
Puis l'armée syrienne a refusé de montrer ces personnes. Donc les gens ont demandé la paix, la sécurité, des réformes, et ils ont refusé de retourner les armes contre leur propre peuple. Et c'est là que Assad a fait ressortir les radicaux de prison pour que eux fassent ce sale boulot. Et ainsi, il a mis les victimes innocentes syriennes qu'il a torturées et il les a emprisonnées. Donc, Assad est le père du terrorisme international. Il est simplement Daesh, mais en costume et en cravate. Nous avons écouté attentivement Mazen. Nous avons vu ces affreuses images. Nous avons vu un film qui est de l'émotion pure. Mais lorsque je vois tout ce qui se passe sur le terrain et lorsque j'entends tout cela, pourquoi le terme de génocide n'est pas utilisé plus que ça? Parce qu'il s'agit d'un génocide qui est en cours. Si c'était appelé ainsi, est-ce que du point de vue juridique, ce ne serait pas plus puissant pour essayer de s'adresser à la communauté internationale? Alors, qui est-ce qui a envie de parler de cette expérience du génocide du point de vue? Le génocide est déjà un terme très puissant. Ça a été utilisé c'est lié à la Deuxième Guerre mondiale, c'est lié au Rwanda, etc. Ça a été commis aussi dans l'ancienne Yougoslavie, mais pas ailleurs. Et pour le génocide vise à effacer de la carte une partie ethnique. Et ça, ce n'est pas le cas lorsque l'on essaye d'éliminer des opposants politiques. Peut-être que aussi au Cambodge, il y a eu une forme de génocide contre les musulmans et des petits groupes de la population. Mais est-ce qu'il y a une campagne de génocidaire contre la population sunnite? Ce serait difficile aux avocats de prouver cela parce que les sunnites tiennent à soutenir les membres du gouvernement qui sont dans les services de sécurité. Donc, parce que si c'est un génocide, le monde doit agir, mais si des centaines de milliers de gens qui sont tués, alors c'est simplement un crime contre l'humanité. Donc il faut reconnaître ces atrocités. Il nous incombe d'agir au niveau international et national dans nos tribunaux. Je pense qu'il nous reste encore du temps pour 2 ou 3 questions. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup à tous les panélistes et merci à la réalisatrice et à Mazen pour avoir exposé cette vérité qui nous blesse également. Ma question s'adresse à Mazen. Je sais qu'il est difficile de s'imaginer comment sera la Syrie dans quelques années, mais est-ce que vous voyez comme militant, comme ancien détenu, jouer un rôle, non seulement pour dévoiler la vérité, mais aussi dans le processus de réconciliation? Est-ce que vous pourriez vous impliquer dans ce processus de réconciliation, pardon? Bien sûr, et j'espère qu'un jour la guerre se terminera en Syrie et que nous allons jouer un rôle, que nous allons pouvoir nous débarrasser d'Assad qui a tué le peuple syrien. Nous allons être capables de construire une constitution avec une Syrie libre et démocratique, et nous allons également combattre contre le terrorisme, qui est un terrorisme transnational et qui nous a atteints par qui atteint différents endroits du monde, et nous allons réinstaurer la confiance entre les Syriens. À cause de Bachar el-Assad, il y a une guerre civile entre les citoyens syriens. Et jusqu'à présent, les Syriens restent confiants et pensent qu'ils vont un jour surmonter cela et que leur ennemi commun est Bachar. Et ils espèrent que cela se produira rapidement pour que la paix soit instaurée à nouveau et que nous allons tous jouer un rôle
cherchant à établir cette réconciliation et à dégager la vérité. Il y aura de nouveau cet esprit d'amitié et de partenariat et que les relations se baseront sur les droits de l'homme, la justice et l'amitié. Bonjour, je vais parler en français. Je suis une Suissesse d'origine syrienne, activiste ici. Et j'aimerais répondre juste à cette remarque que Madame tout à l'heure a évoquée parce qu'on l'entend tout le temps. On dit, si Bachar al-Assad part aujourd'hui, c'est le vide en Syrie. Mais c'est une horrible chose. Alors que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, Bachar al-Assad, il a provoqué au moins 5 millions de réfugiés. Il a tué presque un demi-million de personnes. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une question? Oui, mais j'aimerais juste dire que le vide, j'aimerais juste m'adresser à toute la salle et que toute personne, tout un chacun se dit, si c'était mon pays, s'il y a un type qui commence à tuer son peuple, qui commence à détruire son pays, je souhaite le garder pour qu'on n'ait pas le vide. En Syrie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent diriger le pays s'ils ont l'occasion. S'ils se montrent aujourd'hui, ils seront éliminés par Bachar al-Assad. C'est le seul problème. Merci. Merci, madame. La dernière question, si vous le permettez. Merci. Ma question s'adresse à l'ambassadeur Rapp et à M. Wiley. Il semblerait que nous allons de plus en plus vers un monde où les chefs d'État peuvent choisir ce qui est des nouvelles véritables, authentiques, et ils peuvent nier les choses en souriant. Si vous aviez un conseil à donner aux prochaines générations de collectionneurs d'honneur et de personnes qui cherchent à découvrir la vérité, que leur diriez-vous? Je pense que je peux répondre à ces questions. C'est quelque chose qui a trait au mécanisme. Lorsque l'on voit un film, on a Saad qui dit « voilà, c'est tout photoshopé ». Non, moi je l'ai donné au FBI. Le FBI a contrôlé les choses, les métadonnées, etc. Et il y a peut-être 2 photos photoshopées sur le tout. Donc, c'est vraiment, ce sont des personnes réelles et des événements réels qui sont représentés. Donc, on a la capacité de vérifier les choses. Bien sûr que les choses vont nier les choses les plus évidentes. Ils vont continuer à le faire. La même chose avec les armes chimiques, alors qu'il y a cette commission d'enquête commune avec des Brésiliens qui ont trouvé des preuves très solides d'utilisation de gaz par le régime. Il y a toujours la Russie qui a complètement qui a opposé son veto à la résolution alors que l'enquête était terminée. Il y a ces obstructions politiques, mais c'est possible de vérifier ce type de preuves et des documents et puis il y aura vraiment des documents disponibles et qui seront les documents vraiment majeurs. Je suis sûre que l'on peut, mais tout d'abord, merci de poser cette question et de dire que je suis suffisamment âgée pour vous donner un conseil. Mais toutes les questions touchant aux droits de l'homme, là, il faut se former. Et ce n'est pas si compliqué entre le plaidoyer pour les droits de l'homme et les enquêtes criminelles. Il s'agit de 2 questions très différentes. Le plaidoyer pour les droits de l'homme et les enquêtes criminelles travaillent en fin de compte vers le même objectif, c'est essayer de diminuer tous les crimes que l'on a pu voir dans le film de Nicolas, mais et aussi de faire en sorte que même si c'est très symbolique, de faire en sorte que les personnes soient rendues responsables de ces crimes. Mais la confusion entre ce qui est nécessaire en termes de preuves pour une poursuite judiciaire et ce qui est nécessaire pour les efforts de plaidoyer en faveur des droits de l'homme, nous avons peut-être des points de vue différents, Stephen et Anna. Ça rend mon travail très difficile, franchement parler. Parce que
Les enquêtes criminelles travaillent à un niveau très haut de standards en matière de preuves et le plaidoyer en matière de droits de l'homme ont des standards différents pour leurs objectifs. Et quand les deux sont en quelque sorte en conflit ou bien il est difficile de lever plus de fonds après pour l'enquête criminelle. C'est quelque chose de très simple, mais il faut être très clair par rapport au soutien que vous voulez apporter et à quelle cause vous voulez apporter votre soutien. Merci à vous tous. Et maintenant, j'aimerais remercier quelques personnes qui sont présentes ici ce soir pour ce qu'elles ont fait ce soir et au cours de ces dernières années. Tout d'abord, avant Sarah et Nicolas, merci pour ce magnifique film qui restera inoubliable. J'aimerais également remercier les interprètes qui nous ont aidés avec l'arabe, le français et l'anglais pendant toute la soirée. Je sais que c'est un travail très difficile et j'ai dû se concentrer énormément. Les interprètes remercient également. Et ce que Stu et Steve font, c'est un travail qui n'est pas aisé, qui peut mener à tout ou à rien du tout. Ça peut présenter un précédent, être un précédent, ou ça peut faire en sorte que d'autres dictateurs à travers le monde réfléchissent à deux fois avant de torturer ou de tuer des personnes. C'est comme le procès de Nuremberg, ça n'était pas un exercice futile. Beaucoup d'autres gens ont oublié cela. Donc j'aimerais remercier ces trois avocats pour être ici. Pas seulement pour leur présence ici ce soir, mais aussi pour ce qu'ils font. Et surtout et avant tout, à qui nous devons une énorme dette, c'est à Mazen, pour tout ce qu'il a souffert, la dignité avec laquelle il a survécu, et il semble avoir surmonté cela. And I want to add that Syrians can be proud to que les Syriens have such a peuvent son être fiers as this young man. d'avoir un tel concitoyen. طبعا بس حابب أول شيء أشكر كل الحضور اللي حضروا à mon tour remercier tout le monde ici présent. J'aimerais vous remercier d'être venu voir ce film, car ce film est un message adressé à l'humanité. J'ai quitté la prison et la Syrie, mais il y a des milliers de détenus qui sont encore là-bas et qui meurent quotidiennement. Donc c'est un message à la communauté internationale pour qu'elle voit quels sont les crimes commis par Bachar el-Assad, les crimes qui sont commis à l'égard de gens qui ont demandé la liberté. Et puis, c'est aussi un appel aux citoyens de différents pays qu'ils fassent pression sur leur gouvernement pour que les gouvernements fassent pression sur Bachar el-Assad. Je vous remercie de tout cœur et merci d'avoir été venus et que la paix de Dieu vous accompagne. Merci. I want to invite Philippe Mota back to the stage, if I may. He's the man who's responsible. J'aimerais demander à la personne responsable de cette soirée et qui est responsable aussi du fait que nous avons organisé cette soirée. C'était une occasion magnifique qui permet de nous informer. Donc je demanderai à Philippe Mota de monter sur la scène. Merci. Merci à eux. Sarah, Nicolas, montez aussi s'il vous plaît sur scène. Vous dire merci d'être là, merci de votre engagement, merci à cet extraordinaire trio, ce quatuor, évidemment, avec Mazen, avec Steve, avec Almudena, avec Bill. C'est un honneur que de partager cette scène avec vous. Donc bravo de tout cœur, bravo à Sarah, bravo à Nicolas. C'était une soirée exceptionnelle. Je l'espère que vous avez eu autant de plaisir et d'intérêt à la suivre que nous. Merci encore, merci Charles Glass. Vous dire, je descends d'un niveau, si je peux vous prier de sortir de la salle parce que nous devons la vider, mais que la soirée peut se poursuivre traditionnellement au Café Babel, qui est le café qui est juste là à l'entrée pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas les lieux. Merci à toute l'équipe du festival. Merci à nos partenaires au département fédéral des Affaires étrangères. Merci à Amnesty International. Une très bonne soirée à vous. Merci.